Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Comme chaque dimanche, l'équipe d'Hashtag News s'installe pour discuter pendant une heure de l'actu de la semaine. Je serai, comme toujours, bien entendu, avec Mamoudou Fall. Bonjour Mamoudou. Bonjour Abdoukhad, à toutes et à tous, bonjour. Et le samedi, comment c'était? Ça s'est bien passé, on a récupéré et puis là, on est debout pour Hashtag News. Alors, avec toi, on va parler de quoi aujourd'hui? L'indemnité de logement allouée à tous les enseignants du pays va désormais passer de 60 000 à 85 000 francs. Décision prise par le chef de l'État lors du discours à la nation. Alors, pour ma part, je reste dans la semaine de notre indépendance. Je reviens sur les héros sénégalais en mission de paix des Nations Unies. En seconde part de l'émission, Alioune Badarassi, consultant et formateur en sciences sociales et président du CREDA, sera notre invité. Avec lui, on va parler de son livre intitulé Les pratiques incontournables, un livre qui parle de management, de marketing et de communication. Mais avant cela, on se fait plaisir en écoutant de la bonne musique. Hashtag News sur Vibe Radio. The best radio station. Vibe Radio. Vous êtes bien dans Hashtag News sur Vibe Radio 102.3. Vous pouvez également nous suivre via notre lien www.viberadio.sn. Alors, Mamoud, on démarre par toi. Comme je le disais tantôt, l'indemnité de logement allouée à tous les enseignants du pays va désormais passer de 60 000 à 85 000 francs. L'annonce a été faite par le président Macky Sall lors de son message adressé à la nation à l'occasion de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance du Sénégal, soit une augmentation de 25 000 francs CFA. Et selon le secrétaire général du QCEMS authentique, les enseignants ne sont pas demandeurs de bourse de sécurité familiale. Ils exigent tout simplement l'application du principe de l'équité dans le traitement des agents de l'État. Damboiti est joint par téléphone par Abdoukhad Seck. Nous avons été très déçus par ce qu'il a dit. Nous considérons que vraiment, ils ne prennent pas la situation au sérieux. Parce que nous, les enseignants, nous n'avons jamais commandé quoi que ce soit. Nous ne sommes pas des mendiants. S'ils ont vraiment des bourses familiales à cibler, ils n'ont qu'à décider ça au nécessité. Nous ne sommes pas des nécessités. Nous sommes dans un système de rémunération qui a ses règles. La loi est claire sur comment les indemnités doivent être attribuées aux ayants droit. Nous demandons simplement l'application de cette loi. Mais si le président de la République veut nous aligner sur la sécurité ou les bourses familiales, c'est parce qu'il ne respecte pas les enseignants. Nous rejetons cette proposition du président de la République avec la dernière énergie, avec beaucoup de désolation. Parce que nous, ce que nous réclamons, ce n'est pas des sommes fixées de façon arbitraire. Nous exigeons l'application du principe de l'équité dans le traitement des agents de l'État, notamment sur la rubrique indemnité de logement que nous partageons avec d'autres agents de l'État. À l'instant, Dambo, secrétaire général du QCEMS authentique, juste rappeler que les 15 000 francs seront payables à compter du 1er octobre 2018 et les 10 000 à compter du 1er janvier 2019 à Abdoukhad. Alors, pour ma part, je le disais tantôt, je consacre mon hashtag sur les héros sénégalais. Au moins 5 chefs militaires ont dirigé des missions de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies depuis l'accession du Sénégal à l'indépendance en 1960. Le général Mountaga Diallo est le premier officier sénégalais à diriger une mission militaire onusienne. Le général Diallo a dirigé de 2000 à 2003 la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, la MONUC devenue MONUSCO. Il a ouvert la voie aux officiers généraux sénégalais, notamment Babacar Gaye, Elhadji Mamadou Kandji Bala Keïta ou Abdoulaye Fall, après avoir dirigé les forces armées et occupé le poste d'ambassadeur du Sénégal en Allemagne. Le général Babacar Gaye est entré à l'ONU en 2005. En avril 2005, l'ancien Semga est nommé comme commandant des forces de la mission de l'ONU en République démocratique du Congo. Comme le général Gaye, le général Papa Halilou Fall a occupé un poste prestigieux dans l'administration militaire de l'ONU. Le général Fall a commandé la force multinationale en Côte d'Ivoire sous mandat de la CEDEAO et de l'ONU. En 2003, un autre officier général sénégalais, Abdoulaye Fall, s'est tué en Côte d'Ivoire. De 2003 à 2004, il a commandé la mission de la CEDEAO en Côte d'Ivoire, Mississi. De 2004 à 2006, il est commandant des forces de l'opération de l'ONU en Côte d'Ivoire. Pour sa part, le général de division Elhadji Mahamadou Kandji a été le chef des forces de la mission des Nations Unies en République centrafricaine et au Tchad. De mars 2009 au 31 décembre 2010, fin de la mission. Actuel commandant de la force onusienne en Centrafrique, le général Bala Keïta, a plus de 40 ans d'expérience militaire au niveau national et international. Nommé en février 2016, le général Keïta, depuis le 7 novembre 2015, est commandant par intérim de la force au MINUSCA. Auparavant, il a été également commandant de la force de l'opération hybride Union africaine Nations Unies au Darfour.
Après avoir été commandant du secteur de 2007 à 2010 en général de la gendarmerie sénégalaise, Jean-Baptiste Tine a occupé aussi les fonctions de chef de la composante police de la mission multidimensionnelle intégrée pour la stabilisation du Mali, MINUSMA, grand contributeur des forces. Le Sénégal a également payé un lourd tribut de sa participation active dans les opérations de maintien de la paix avec souvent des pertes en vies humaines, dont celle du capitaine Mbaye Diagne, décédé en 1994 au Rwanda. Voilà, c'était le hashtag de Abouhatsek. Alors, les hashtags étant vidés, on enchaîne directement dans la seconde partie de l'émission. Alioune Badara Sy, je rappelle, est notre invité. Il est consultant et informateur en sciences sociales, mais également c'est le président du CREDA. Bonjour et bienvenue à Vibe Radio. Bonjour Monsieur Seck, bonjour Monsieur Fall. C'est vraiment un plaisir renouvelé de revenir toujours sur votre plateau afin de porter un message qui concerne, si vous voulez, mon domaine d'expertise. Je vous remercie encore pour l'invitation. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, juste une question. Y a-t-il parmi nos deux hashtags un qui vous a marqué et sur lequel vous voulez rebondir? Disons que toutes les questions liées, si vous voulez, au développement m'intéressent. Ouais, je dis que toutes les questions que vous abordez, et en priorité, si vous voulez, au niveau de cette radio, c'est des questions très pertinentes. Donc, toutes les deux m'intéressent. Alors, rappelez que votre livre intitulé Les pratiques incontournables est préfacé par Ali Khouj Diaw. Alors, à quel niveau le livre parle aux étudiants et à quel niveau ça parle aux praticiens? Disons merci d'abord pour l'invitation. Et j'en profite pour saluer l'ensemble de vos auditeurs et en même temps aussi les membres du CREDA que je remercie au passage pour vraiment leur apport pour la production, si vous voulez, de cet opus. Je remercie aussi, je salue en même temps aussi les collègues de Icon Consulting qui sont basés à l'Université de Dakar, les partenaires du CREDA, l'Union départementale des mutuelles de santé de Dakar, et tous mes étudiants sénégalais, africains, qui sont dans les écoles et universités basées ici à Dakar. Je donne, si vous voulez, une mention spéciale aussi à mes étudiants, si vous voulez, du département de pharmacie au niveau du master APC, dont le professeur Yérim Mbagnick Diop est le coordinateur de ce master. Donc, à quel niveau ce livre parle aux professionnels et aux étudiants? Moi, je dis que c'est un livre qui a, si vous voulez, une approche duale. Parce que déjà, c'est fruit, si vous voulez, de mon expérience professionnelle. J'ai beaucoup pratiqué de projets, de programmes ici au Sénégal qui ont très bien réussi et qui avaient reçu les mentions de satisfaction, si vous voulez, des maîtres d'ouvrage. La GTIP, AZER, ONAS, vraiment beaucoup de partenaires qui avaient reçu des financements de la Banque mondiale derrière. Et voyez la Banque mondiale qui a, si vous voulez, des normes assez calibrées, assez qualité. Et à l'issue, si vous voulez, des prestations que j'ai eues par ailleurs, j'ai eu des mentions de satisfaction, comme je le disais tantôt. Et ce que j'ai fait, j'ai pris cette expérience professionnelle que j'ai traduite en module que je donnais au niveau des espaces universitaires. Mais à un moment, je me suis dit que pourquoi ne pas élargir, si vous voulez, cette base, si vous voulez, de partage, de dissémination, si vous voulez, de l'expertise au niveau national et international. C'est pourquoi j'ai mis en place ce livre. Mais ce livre, ça parle aussi bien aux professionnels, déjà pour un rappel, mais aussi pour élargir leurs perspectives professionnelles. Déjà d'une part, et d'autre part pour les étudiants aussi, pour leur permettre de raccourcir le fossé entre l'école et l'entreprise. En réalité, c'est un livre qui a été conçu de façon andragogique, presque par image. Si vous avez remarqué, on aura l'occasion d'en discuter, vous allez voir que certains concepts qui auraient pu être très compliqués, on l'a rabaissé au niveau le plus simple. Parlons des concepts, on va un peu parler de management. En quoi il faut le faire comprendre aux managers que toutes les entreprises que c'est obligatoire pour une organisation? Oui, je dis que manager est très obligatoire. Pourquoi? Parce que déjà, dans tout espace, nous avons des hommes. Et pour aider à matérialiser les objectifs, il faut d'abord pouvoir organiser les hommes pour les pousser à atteindre les objectifs. Mais pour cela, il y a des séries d'activités. Et pour pousser les hommes vers les activités, il faut les connaître. Déjà, les finances, on peut les mettre quelque part et venir les retrouver. Mais les hommes, c'est une dynamique changeante à chaque instant. Donc, les connaître, on peut parler de psychologie, de psychosociologie, parler de sociologie des organisations. Il faut prendre toutes ces disciplines, interreliées, interconnectées, et les rendre très pratiques pour pouvoir leur faire atteindre des objectifs. Donc, dans tout espace, que ce soit en pharmacie, dans un espace de mécanique, dans un espace, si vous voulez, n'importe lequel, dans un espace médiatique de radio comme vous, il faut manager. Mais commencer le management par quoi? Très simple, à donner ce qu'on appelle un organigramme. L'organigramme peut être officiel, parce que c'est vu quelque part, ou officieux. C'est pas vu, mais chacun, on sait qui fait quoi. Mais d'abord, la première des choses, c'est de savoir qui est où. Le directeur, son adjoint, le chargé d'un tel, le chargé d'un tel. On a cet organigramme.
à côté de cet organigramme, pour dire la nécessité d'avoir, si vous voulez, le management partout, il y a ce qu'on appelle le manuel de procédure. À côté de chaque poste, il faut le documenter. Qui fait quoi, quand, comment, avec quel moyen, pour quel résultat. Ces deux outils cumulés permettent d'abord de jeter les bases du management. D'abord, l'organigramme et les termes de référence des postes. Et dans toute société. Maintenant, il y a de petites entités où on n'a pas besoin, si vous voulez, d'avoir un organigramme parce qu'on sait qui fait quoi. Dans une petite bijouterie, qui est un espace d'entreprise où le management est exigé, on n'a pas besoin. On sait qui est au front office, qui est au back office, qui fait quoi. Parce que c'est très petit. Mais à une certaine échelle, il faut le faire. Pourquoi? Très simple, pour éviter le chevauchement. Pour savoir qui fait quoi, pour pouvoir situer les responsabilités. Alors, y a-t-il des méthodes ou outils consacrés? Oui, des méthodes. Moi, j'ai créé d'abord, je dis que le management d'abord, c'est d'abord le manager. À toute organisation, il faut un organisateur. Et l'organisateur doit être quelqu'un de très méthodique. Et par rapport à ça, il y a un outil que j'ai proposé dans l'ouvrage que j'ai appelé la méthode ACT de gestion des dossiers. ACT, cela veut dire A, on prend un tiroir où on met un post-it où c'est les dossiers actuels. Le tiroir C, les courriers, arrivée-départ. Le tiroir E, les dossiers à transmettre. Le tiroir T, les dossiers à transmettre. Le E à éliminer, le S à suivre. Et dans le livre que j'ai proposé, qui est un livre très didactique, j'ai pu expliquer comment cet outil peut permettre à n'importe qui dans l'entreprise de pouvoir s'organiser très rapidement. Et au-delà de ça aussi, il y a d'autres méthodes aussi de management de la table du manager. Vous entrez dans un bureau, vous trouvez un manager qui a une table bourrée de papier. Dites-vous, c'est quelqu'un qui ignore les b.a.-ba du management. Parce que tout simplement, il y a une technique très simple. D'accord. Si on utilise par exemple la méthode ACT, aucun dossier ne doit figurer sur la table, sauf le dossier actuel à traiter. D'accord. Il y a de petites techniques qui sont expliquées de façon très simple, comme je le disais, par image dans le livre, qui permettent d'abord le manager de s'organiser. Maintenant, au-delà de ça aussi, allez maintenant vers les équipes. L'un des éléments fondamentaux, si vous voulez, du management, c'est d'abord la motivation. Et là, il y a on va y revenir. Juste demander, c'est quoi le profil d'un bon manager? Un bon manager, c'est d'abord quelqu'un, parce que moi je dis qu'on ne s'invente pas menuisier, ni mécanicien, ni spécial de journaliste que vous êtes. Non, tout s'apprend. Même échouer s'apprend. Si toutefois on passe les mêmes causes, produisent les mêmes effets dans les mêmes conditions. Parce que nous pensons que c'est facile, nous prenons un cadre qui est très pointu dans son domaine, on le met devant une équipe pour leur donner le titre de manager. Mais oui, il est pointu dans son domaine, il n'est pas manager. Donc il est besoin aux experts, ceux qui ont la chance d'avoir une position, d'aller se faire renforcer leurs capacités. Parce que apprendre, c'est chaque instant, comme il y a Hadis qui le disait, mais chaque fois, il faudrait aller à la bonne école. Et comme à un certain niveau, on ne fera plus dans l'académisme, on va aller voir des consultants, des gens qui se connaissent pour vous coacher en un peu de temps, vous avez l'essentiel des outils. Et l'essentiel, je vous dis, le premier outil, c'est d'abord la structuration organisationnelle, l'organigramme. C'est d'abord le premier outil. D'accord. Pour pouvoir savoir qui est où. D'accord. Le deuxième, comme je l'ai dit, les thèmes de référence. Maintenant, il y a un autre outil aussi qui est essentiel, c'est savoir recruter le bon profil au bon poste. D'accord. C'est un troisième niveau. Mais le quatrième niveau, le plus fondamental et qui manque le plus souvent dans nos structures, c'est d'abord accompagner maintenant le dispositif de suivi. On peut avoir l'organigramme, les TDR, le bon profil, mais cette personne pourrait ne pas faire le travail attendu. Vous avez compris. Donc, il faut ces 4 éléments pour pouvoir maintenant aller dans la dynamique, celle de la gestion axée sur les résultats. Faites tout ce que vous voulez, mais ce sont vos résultats qui doivent me renseigner que vous êtes en train de bien faire la chose. Et pour ceux qui managent des personnes plus âgées? Très bien, formidable. Pour les personnes plus âgées, c'est-à-dire que ce que j'ai écrit dans ce livre, c'est un peu une contextualisation du management en Afrique. Parce qu'en Europe, je ne dirais pas un management de personnes plus âgées. Non, parce que la réalité culturelle ne permet pas. Mais en Afrique, l'autre disait qu'un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Mais n'attendons pas que cette bibliothèque brûle. Mais comment? Qu'est-ce que veulent les vieux? Je peux être un jeune cadre et j'ai beaucoup de diplômes. Je suis directeur d'une structure. Il y a des gens qui ont beaucoup plus d'expérience que moi et j'ai la chance d'être le directeur. Mais comment les aider à accepter? Mais très simple, le vieux a besoin d'être considéré. Le yek. Nit ki gor boko yégué, boko térélé térel ko. Le yek, c'est la considération, mais c'est le principe. Mais il y a la matérialisation. Mais comment? J'ai la position du manager, mais je dois aller lui demander. Parce que lui, il va prendre une position de réticence. D'accord. Donc c'est moi en tant que manager. Des fois, je peux même connaître mieux que lui ce que je lui demande. Mais le fait de lui demander est un acte d'ouverture. C'est ça que j'appelle le management participatif. Tout le monde est important. Chaque personne est indispensable. Mais créer le cerveau collectif pour dire que c'est un cabinet de conseil qui est là, parce qu'il a vécu beaucoup de choses. Je vais vers lui. Mais en même temps aussi, des fois je le dis,
on peut lui faire créer ce qu'on appelle un leadership situationnel. Des fois, il y a des choses qu'il maîtrise très bien. Au lieu de les faire, je l'invite à faire. Il vient, il fait. Et je l'encourage aussi de façon très sincère. Lorsqu'il y aura des résultats, il va dire, ah tiens, de ces résultats, j'ai une partie. Et laissons-lui, si vous voulez, ce volontariat. Hashtag News, vous suivez sur 102.3. On marque une petite pause et on revient. Hashtag News, c'est l'info avec la rédaction sur Vibe Radio. Hashtag News sur Vibe Radio. The best radio station on Vibe Radio. Hashtag News sur Vibe Radio 102.3. Je rappelle qu'on reçoit Alioune Badara Sy, qui est auteur d'un magnifique ouvrage qui s'appelle Les pratiques incontournables. On en parle. Alors, Alioune Badara, juste une question que vous avez abordée tout à l'heure. Les motivations sont importantes, comme vous le dites. Est-ce que c'est juste financière? Non. Il y a Abraham Maslow, qui est un économiste anglais, qui avait créé ce qu'on appelle la pyramide des motivations. Parce que, en tant qu'économiste, il n'avait pas cette option, cette vision sociale, si vous voulez, de l'homme. Mais par la pratique, il s'est rendu compte que c'était pas l'option financière qui déterminait le relationnel entreprise. Il a regardé ce qu'on appelle l'approche essai-erreur et il a conçu une pyramide qui s'appelle la pyramide de Maslow. Et cette pyramide fait quoi? Il dit que il y a des gens qui, en entreprise, n'ont que des besoins physiologiques. Moi, je travaille ici parce que quelque part derrière, j'ai le besoin de manger, de boire, de m'habiller, de payer le loyer, etc. Donc, à ces personnes, il dit, il faut essayer de leur payer leur salaire à temps. Parce que leur besoin est lié, si vous voulez, à des besoins physiologiques. Et il dit que l'avantage avec ces personnes, c'est quoi? C'est des personnes avec qui on peut faire travailler plus, mais en leur donnant des primes. D'accord. Donc, c'est d'une part. Le deuxième niveau, il dit que il y a des gens qui ont des besoins, si vous voulez, de sécurité. Ils veulent appartenir dans un cadre, mais ils veulent avoir la sécurité du cadre. Et moi, je le lis, si vous voulez, au troisième niveau, qui est le besoin d'appartenance. Parce que quelqu'un qui a un besoin de sécurité veut appartenir à un cadre. D'accord. Et que, il dit que ce sont les collaborateurs par excellence. Et dans leur vocabulaire, vous entendez, ils parlent, je vais dans mon entreprise. C'est les premières à venir, c'est les dernières à partir. Mais, c'est des couteaux à double tranchant. Si toutefois, ces personnes pensent qu'elles doivent avoir des promotions ou autres, et que le manager n'a pas eu la présence d'esprit de leur donner, ces personnes pourraient quitter l'entreprise. Là, il faut voir un peu ce qui se passe. Maintenant, l'autre niveau, le quatrième, c'est le niveau des personnes qui ont des besoins de reconnaissance. Par exemple, quelqu'un qui a fait des années d'entreprise, et moi j'ai fait 20 ans, l'autre a fait 4 ans, il y a une promotion, à expertise égale, on prend celui qui a fait 4 ans. Mais celui qui a 20 ans doit être légitimement choisi pour faire. Si nous choisissons quelqu'un d'autre, il pourrait quitter. Et le dernier niveau, dans l'entreprise, pour parler de motivation, c'est le niveau de la réalisation. C'est des niveaux qu'on ne voit pas très souvent dans nos entreprises. Pourquoi? Très simple, parce que le plus souvent, moi, je mets en place une entreprise, avant même de mourir, l'entreprise disparaît. Parce qu'il y a des problèmes de managing. Mais, dans les entreprises françaises, vous voyez quelqu'un, par exemple, qui a un vin, qui a fait depuis 1400 et quelques. On écrit sur le vin pour dire que un tel était viticulteur et il avait fait ceci. Donc, conserver cette tradition de famille viticole. D'accord. Ça se voit dans les entreprises françaises. C'est des gens qui veulent laisser le nom à la postérité. Le monument de la Renaissance est un élément, si vous voulez, de besoin, de réalisation. Si même ce monument n'existait plus, le nom de celui qui l'a fait serait toujours là, à Yamoussoukro, avec Oufoué-Boigny, avec la basilique de Yamoussoukro. Donc c'est un peu ces éléments, mais les 4 niveaux se trouvent au niveau de nos entreprises. Il y a également un autre problème qu'on a abordé, c'est-à-dire on n'est jamais à l'abri de conflits. Quelle posture adopter proactif avant de subir à plein fouet certaines crises? Prévenir. Dans une entreprise, nous avons le plus souvent plusieurs types de conflits. Mais les conflits qui apparaissent le plus souvent, c'est des conflits, si vous voulez, de management. Par exemple, de management parce que je suis là, je fais une chose, vous venez, vous faites la même chose. Donc, il y a un problème. Le problème, c'est quoi? C'est que les termes de référence des postes n'ont pas été très bien définis. Donc, soit il n'y a pas de termes de référence, soit il y a des termes de référence que les gens n'ont pas respectés. Il n'y en a pas, on les conçoit. Il y en a, on fait retourner à chacun à ses thèmes de référence. Ça, c'est d'une part. Mais maintenant, il y a aussi des types de conflits de valeurs où, au lieu de parler de choses qui concernent l'entreprise, on essaie d'aller dans le sens des conflits de valeurs. Là, c'est le seul moment où je dis qu'il faut être très ferme en tant que manager. Parce que les conflits de valeurs peuvent commencer dans une petite entreprise pour embraser tout un pays. D'accord? Parce que chacun est fier de ses valeurs. Un chrétien est fier d'être chrétien, un musulman, un animiste, etc. Donc maintenant, il y a d'autres types aussi de conflits qui peuvent apparaître, comme on appelle les boucs émissaires. Nous sommes dans un groupe, nous sommes 10. Et chaque fois, on essaie de trouver du tort à quelqu'un. Tout simplement parce que les autres ne savent pas ce qu'ils ont à faire. Parce que s'ils savaient ce qu'ils ont à faire et prennent le temps de le faire, ils n'auraient pas le temps de voir quelqu'un d'autre. Donc, pour dire que pour régler ce problème, très simple,
on va essayer de bien redéfinir l'organigramme, leur donner assez de travail pour que ces personnes ne puissent plus s'acharner sur quelqu'un d'autre. D'accord. Donc, mais est-ce que c'est la mission du pôle ressources humaines pour ce cas précis? Oui, moi je dis que avant même de parler de ressources humaines, le manager doit être, si vous voulez, l'expert qui doit aider à la mise en place, si vous voulez, de tout ce processus. Parce que les ressources humaines sont une composante. Et les ressources humaines pourraient être même la personne qui crée ces problèmes. Donc c'est le manager qui doit se faire former. Et en même temps aussi, tout le service doit se faire former dans cette optique de management. Comme je dis, il faut qu'on développe l'approche du management participatif, où on sait ce qu'il y a à faire et on le fait, mais il y a un responsable pour le faire, désigné. Alors, pour comprendre bien, on n'est pas manager, on le devient. Alors, voilà, donc dans votre livre, vous parliez de fuite de cerveau. Vous faisiez allusion à quoi? La fuite de cerveau, c'est rien d'autre que moi je suis ici. Oui, moi je suis ici. Il y a Vibe qui est là, qui est une très belle radio. Où, je donne un exemple, ça se passe pas ici. Où, au lieu par exemple de payer des experts comme vous, par exemple, 300, 400, 500 000, ben on paie 75 000. C'est un exemple. Maintenant, une nouvelle radio cherche à faire ce qu'on appelle le benchmarking, à étudier quels sont les niveaux de salaire qui sont appliqués dans les radios. Maintenant, pour créer une nouvelle radio, pour vous absorber, mais rien de très simple, on crée une radio et on lance un appel à candidature pour dire que nous voulons tel profil. Lorsque vous êtes payé à 300 000, mais le choix est évident. C'est ce qu'on appelle dans le jargon le mercato. Le mercato. Et il y a ce qu'on appelle, c'est ça un peu qu'on appelle la fuite de cerveau. Et moi je dis pas, ça s'arrête pas à la fuite de cerveau, mais aussi des bras. Parce qu'il faut une tête pour penser, mais des bras pour exécuter. Tout à fait. Alors, le marketing à l'ère du digital, comment adapter pour rester performant? Oui. Actuellement, ceux qui font dans le marketing et qui ne vont pas dans l'option digitale, voici les gens qui vont aller au Moyen-Âge. Parce que tout le monde est connecté sur le net. Donc, il faut vraiment apprendre à utiliser, à banaliser l'utilisation, si vous voulez, du numérique pour pouvoir être performant. Parce qu'il y a immensément de secrets détenus par les experts. Mais le plus souvent, les populations n'utilisent pas, si vous voulez, ces outils qui sont fondamentaux pour pouvoir mieux vendre et bien vendre et rapidement vendre. Alors, on saute le pas pour parler de communication. Faut-il, dans une organisation, privilégier la communication interne ou externe, ou bien les deux à la fois? Oui, la communication est un tout global. Parce qu'il y a d'abord la communication en interne. D'accord. Il y a la communication externe. Il y a la communication externe d'abord commerciale. Il y a la communication externe d'abord sur l'image de l'entreprise. Il y a la communication externe institutionnelle. Donc c'est vraiment un pool assez interconnecté. Je parle très souvent de l'entreprise comme un lieu où nous avons une approche systémique. Le système, c'est quoi? C'est un ensemble d'éléments distincts mais interreliés. Parce que nous avons une réalité, l'entreprise qui est une réalité, mais l'environnement qui est une autre réalité. D'accord. Et l'acte qu'on peut poser sur l'environnement peut avoir des incidences sur l'entreprise. D'accord. Donc tout ça, il faut aussi bien communiquer en interne pour faire adhérer les employés aux objectifs, mais communiquer à l'externe pour que les populations aient une bonne vision. Remarquez, il y a des sociétés qui sont là, je ne vais pas les citer, qui ont pris le pari de faire dans la relation publique, qui donnent des ambulances, etc. Lorsqu'il y a de petits problèmes au Sénégal, on ne voit jamais ces sociétés caillasser. Parce que dans l'émotionnel des Sénégalais, ces sociétés ont réussi la communication externe. Mais il y a des sociétés qui n'ont rien fait à personne. Lorsqu'il y a un oui pour un non, mais on les caillasse, qui n'ont rien fait à personne. Parce que tout simplement, ces sociétés n'ont pas investi dans l'émotionnel des Sénégalais. Pour dire qu'ils ont investi en interne ces sociétés et aussi en externe. Donc c'est un tout global. Alors, maintenant, l'événementiel, on en fait recours à quel moment? À tous les moments. À tous les moments. Lorsque par exemple les Sénégalais, nous savons que les Sénégalais aiment la lutte. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des sociétés qui prennent le pari de dire que vous aimez la lutte, nous aimons ce que vous aimez. Et on finance, si vous voulez, ces événements. Et on ne communique pas sur un produit, mais on communique sur l'image de cette entreprise qui a financé. Et vous voyez ce que ça donne. Vous voyez un peu. Donc c'est un élément fondamental. Et toujours dans l'événementiel aussi, il y a un élément qui est fondamental, la relation publique, mais j'allais dire la relation presse. D'accord. Donc aider, prendre en somme que la presse soit une partie prenante du dispositif de l'entreprise. Faire en sorte que des journalistes soient nos amis dans nos dispositifs de communication. D'accord. On les invite, on fait avec des voyages de presse, on fait avec des dîners de presse, etc. Tout ça pour que ces entreprises connaissent mieux notre entreprise pour pouvoir démultiplier cette information au niveau interface externe. Alors on peut dire que c'est une chaîne, le marketing, le management et la communication. Formidable. Un triptyque incontournable. Et pourquoi est-ce que j'ai dit ça? J'aurais même pu dire très simple, management. Mais pour des besoins publicitaires, j'ai cherché à détailler. Mais le seul mot management aurait suffi.
Parce que le management englobe toute la réalité de l'entreprise, aussi bien interne qu'externe. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas ainsi. Donc, j'ai voulu leur dire que voici les 3 composantes sur lesquelles je vais beaucoup plus mettre en exergue. Mais manager, c'est d'abord organiser le groupe. Vendre quoi? Un bien. Le bien, c'est quoi? C'est un produit ou un service ou les deux en même temps. D'accord, c'est la finalité d'une entreprise. Soit on vend un produit qui est matériel, un service qui est immatériel. Mais la finalité, c'est quoi? Quelqu'un qui communique pas, c'est comme qui dirait, nous sommes dans une chambre noire, je vois une très belle fille, je lui cligne de l'œil. Je sais ce que je fais, mais elle sait pas ce que je suis en train de faire. Donc, l'incontournable sur le outil communication est vraiment une dernière question. Pourquoi vous n'êtes pas allé voir les maisons d'édition? On a vu que vous avez fait de l'édition. Formidable, belle question pour 2 raisons. D'abord, la structure qui a publié le CREDA, je suis le président. Et c'est vraiment en 98 qu'elle a été mise sur pied. Et c'est vraiment une fierté pour moi que le CREDA puisse publier ce livre. Ça, c'est d'une part, c'est une fierté. Et aussi, permettre aussi aux intellectuels de connaître le CREDA par le biais, si vous voulez, de cet opus. Et vous allez voir que au niveau des annexes, j'ai expliqué qu'est-ce que le CREDA. Donc, ça, c'est d'une part. Mais d'autre part aussi, il y a un petit problème au niveau des éditeurs. Le problème chez les éditeurs, c'est quoi? J'allais voir un éditeur qui me dit, vous pouvez être édité. À combien d'exemplaires vous voulez, vous nous dites. Mais on vend 500 exemplaires. Après la suite, en termes de nombre, on ne vous donnera que 2% du livre que vous avez écrit. Mais je suis retourné 2 à 3 fois pour leur demander les mêmes questions pour comprendre. Est-ce que j'ai bien compris? Finalement, je me dis que mais non. Moi, j'écris un livre, je prends le temps de faire des recherches. Depuis 7 ans, ce livre de quelques pages, c'est 7 ans de recherche et de pratique. D'accord. Je veux mettre mon expertise sur le champ du donner et du recevoir, mais je veux avoir un peu d'argent pour les autres publications qui sont derrière. Parce que j'ai d'autres publications sur le leadership, sur la gestion des ressources humaines, etc. Dans d'autres domaines, la pédagogie. Vraiment, j'ai une expertise très, très transversale un peu dans ces domaines. Des choses très pratiques qui pourraient aider. Mais si j'ai pas d'argent, est-ce que je pourrais? Non. Alioune Badara Sy, qui est auteur d'un magnifique ouvrage intitulé Les pratiques incontournables, était notre invité pour Hashtag News, mais restez pour le Wolof. Hashtag News, c'est l'info avec la rédaction sur Vibe Radio. Vibe Radio.